Bienvenue dans ce 19h sur ESAE TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. De nouvelles mesures pour simplifier le processus d'immatriculation des véhicules et bien d'autres sont entre autres les grandes décisions issues du Conseil des ministres tenu le mercredi dernier. Vous entendrez dans un instant le secrétaire général de la présidence, Pascal Irodé Koupaki. Projet de transformation de l'Union fait la nation en parti politique. Comment éviter le clash? Puis hommes des médias et artistes. Les contraintes d'une double vie professionnelle. C'est autour de ces deux thèmes que Jean-Baptiste Rouguet et Sergent Marcus ont pris leur café avec les journalistes ce matin à la Maison des médias. Les grandes lignes des échanges à suivre dans ce journal. Les centrales syndicales ont donné une conférence de presse hier à la Bourse du Travail. Ils sont opinés sur les 6 mois de gestion du gouvernement de la rupture qui, selon eux, ne tient pas encore la route. À nouveau, bonsoir. Une réforme pour simplifier le processus d'immatriculation des véhicules, la cession de 6 usines de transformation et de produits agricoles et la mise en affermage de 3 hôpitaux de zone est entre autres 3 grandes décisions issues du dernier Conseil des ministres. On écoute Pascal Irodé Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République avec Abdelkader Achiro. Le gouvernement exprime la volonté de raccourcir les délais et d'accélérer le dénouement des opérations d'immatriculation. Le ministre des Infrastructures et des Transports, en liaison avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et le ministre de l'Économie et des Finances, a soumis au Conseil qui l'a approuvé une procédure simplifiée d'immatriculation des véhicules destinée à l'usage des membres du corps diplomatique et assimilés en République du Bénin. Cette procédure simplifiée entre en vigueur immédiatement. De nouvelles dispositions en matière de délivrance de plaques d'immatriculation des véhicules des citoyens béninois sont envisagées pour fin novembre 2016 au plus tard. La zone sanitaire dispose de formation sanitaire publique et ou privée, formations sanitaires qui sont appuyées par un hôpital public ou privé, mais de première référence, dénommé hôpital de zone. Dans l'hôpital de zone dessert une aire géographique qui abrite entre 100 000 et 200 000 personnes, pouvant couvrir 1 à 4 communes. Et c'est pour renforcer ce dispositif que l'État, avec le concours de certains partenaires au développement, a construit les 3 nouveaux hôpitaux de zone à Djidja, Kové et Djougou, pour couvrir globalement 9 communes. Ces hôpitaux de zone sont dotés de plateaux techniques modernes et d'équipements de pointe. Leur capacité d'hospitalisation est de 120 lits chacun. Pour des raisons d'efficacité, de performance et d'efficience, le Conseil a décidé de la mise en affermage des 3 hôpitaux de zone. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de lancer l'appel d'offres en vue de la sélection d'un partenaire privé de référence sur la base, bien entendu, d'un dossier d'appel d'offres. La transformation locale des produits agricoles est une exigence dans la dynamique économique de notre pays qui a initié un programme d'installation de 6 usines dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion et de mécanisation agricole. Il s'agit des usines de Pomassé, Alada, Zapota, Banté, Parakou et Natitengu et des 2 rizeries installées à Malanville et à Glazoué. Ces 8 usines de production sont des unités pilotes.
pour susciter l'investissement privé dans le secteur agricole. Il faut donc engager une dynamique de partenariat public-privé. Le Conseil a donc décidé de la cession intégrale de ces 8 usines de production et a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de procéder au lancement de l'appel d'offres, bien entendu sur la base d'un dossier d'appel d'offres. Toujours à l'issue du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a décidé d'abroger un décret de août 2013 relatif aux transactions foncières et immobilières qui ont été effectuées et ou en méconnaissance des dispositions en vigueur. Pascal Ironé Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République. Comme vous le savez, notre pays s'est doté le 14 août 2013 d'une loi foncière et domaniale. Cette loi vise à assurer une meilleure gouvernance dans la gestion foncière et domaniale, tant au niveau de l'État que des collectivités locales. La nouvelle législation prévoit les modalités et conditions d'aliénation du domaine privé immobilier de l'État et des collectivités territoriales. Or, des transactions foncières et immobilières ont été effectuées malheureusement en méconnaissance des dites dispositions en vigueur depuis le 14 août 2013. Le dernier alinéa de l'article 313 du Code foncier domanial précise, citation, « Toute aliénation de biens immeubles de l'État et des collectivités locales sur la base d'un référentiel de prix datant de plus de 3 ans est nulle et de nul effet. » Fin de citation. Ainsi, les ventes de gré à gré effectuées en violation de la loi, à partir donc de cette date, sont frappées de nullité. Cette nullité, qui est d'ailleurs prévue par la loi elle-même, va entraîner la définition de mécanismes et de modalités en vue de la réintégration des biens, objets de transactions illégales, dans le patrimoine immobilier de l'État. Ces modalités pourront permettre aussi une régularisation des transactions effectuées par le remboursement des manques à gagner à l'État. Il s'agit là de payer à l'État le juste prix. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Vous avez acquis un terrain dans le domaine privé de l'État en septembre 2013. C'est un exemple. Un terrain de 1000 mètres carrés au prix du mètre carré égal à 2000 francs CFA, prix de 1964. Vous avez donc payé 1000 fois 2000, vous avez donc payé 2 millions de francs CFA pour acquérir ce terrain. Mais en principe, à cette date, en septembre 2013, le référentiel des prix aurait dû être de l'ordre, par exemple, de 200 000. 200 000 francs CFA le mètre carré. Donc le terrain aurait dû vous coûter 200 millions de francs CFA. Voilà l'exemple. Donc, en application du code, ou bien la vente est nulle, ou bien vous payez le juste prix, c'est-à-dire vous remboursez à l'État 200 millions moins 2 millions, c'est-à-dire 198 millions. Le Conseil des ministres a pris acte de la nullité des transactions foncières ou immobilières effectuées sur les titres fonciers 103, 106, 119 et 1399 depuis août 2013. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Cadre de vie et du Développement durable ont été instruits à l'effet de mettre en place un comité devant étudier les modalités opérationnelles de retour dans le patrimoine immobilier de l'État
et ou de la régularisation des ventes. Quant au ministre de la Justice et de la Législation, il a été instruit aux fins d'engager, en cas de besoin, des poursuites civiles et pénales à l'endroit des auteurs, co-auteurs et complices des dites transactions foncières et immobilières. 6 secrétaires généraux des centrales syndicales du Bénin ont donné une conférence de presse hier à la Bourse du Travail. Ils ont opiné sur les 6 mois de gestion du gouvernement de Patrice Talon qui, selon eux, ne tient pas encore la route. Enoch Lahadé pour le compte-rendu. Les secrétaires généraux des centrales syndicales, à l'exception de la CSTB de Paul Seiko, font le bilan de 6 mois de gestion du gouvernement de la rupture. Cette gestion à l'aide du nouveau départ est fortement critiquée par les syndicalistes qui n'imaginaient pas le nouveau gouvernement dans ce décor. La rupture est grippée. La rupture est grippée et a un gros rhume, ce qui fait que les fosses nasales sont totalement bouchées. Il faut donc, n'est-ce pas, faire l'effort de déboucher ces fosses nasales-là. Parce que, eh bien, nous avons envie que le bébé, n'est-ce pas, tienne bon. Depuis l'avènement de ce nouveau départ, que j'assimile à un nouveau retard, nous avons pris suffisamment nos précautions. Nous n'avons pas voulu verser dans du sensationnel. Quelqu'un, un ancien ministre de la Défense, nous a provoqué, mais nous n'avons pas réagi. On n'a pas voulu répondre parce que nous avons laissé le temps au temps. Mais aujourd'hui, je crois que les conditions sont réunies, les mêmes conditions qui étaient réunies pour que nous fassions les actions, pour que eux, qui étaient brimés, qui étaient à l'extérieur, pour qu'ils viennent s'installer, les conditions sont réunies en moins de 6 mois. Nous, travailleurs, nous avons été les gardiens du temple dans cette République. Et il n'est pas question de nous sacrifier. Non. Il n'est pas question de nous sacrifier parce que les enseignants ont été les maîtres d'œuvre d'un certain nombre de changements dans ce pays. Selon les syndicalistes, une similitude s'observe dans la manière de gestion de l'ancien gouvernement et celui du nouveau départ. La décision d'interdiction de toutes les activités des différentes organisations au sein des universités publiques du Bénin reste la décision la plus déplorable. La décision du 5 octobre 2016 visant à restreindre les libertés d'association, de réunion et d'expression sur les campus universitaires est inadmissible et totalement inacceptable. Les centrales et confédérations syndicales du Bénin invitent respectueusement le gouvernement à rapporter sa décision liberticide qui, en somme, est une mauvaise réponse aux problèmes de violence et d'insécurité qui se poseraient sur les campus universitaires. Ceci est une première sortie des secrétaires généraux des centrales syndicales à l'aide du nouveau départ et ne sera pas la dernière, ont-ils promis. Le 116e numéro de Café Média Plus s'est tenu ce vendredi en présence de 2 grandes célébrités, à savoir Jean-Baptiste Ronguet, premier vice-président du parti Union fait la Nation, et du journaliste artiste Toussaint Diao, connu sous le nom de Sergent Marcus. 2 thèmes étaient à l'ordre du jour. Projet de transformation de l'UN en parti politique, comment éviter le clash. Puis hommes des médias et artistes, les contraintes d'une vie professionnelle. Suivez le compte-rendu avec Karine Adeni et Boris Ouagbanga. Le 116e numéro de Café Média Plus a connu la présence du premier vice-président du parti politique L'Union fait la Nation, Jean-Baptiste Ronguet, qui au terme de ces échanges a rappelé la motivation du parti et a par la suite donné les raisons de leur échec à l'élection présidentielle de 2016. L'objectif de l'Union fait la Nation, c'est de créer une véritable nation basée sur la politique. Sans la politique, nous allons tourner en rond. Ils ont créé l'Union fait la Nation n'était pas sûr de cette idée. Parce qu'ils savaient qu'en se regroupant ensemble, ils prenaient le pouvoir chez le président Yahi Boni et bonjour les dégâts. Mais à quelque chose, malheur est bon. Pour connaître votre ami,
c'est dans les difficultés. On n'a même pas commencé les difficultés quand les vrais ennemis de l'Union fait la nation se sont fait déclarer. Et aujourd'hui, les conséquences de tout ça, là, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les conséquences de tout ça, c'est qu'aucun homme politique n'a le pouvoir maintenant. Au deuxième panel, Toussaint Diarra, plus connu sous le nom de Sergent Macus, a été reçu pour parler de son parcours professionnel et de la manière dont il arrive à concilier sa vie d'artiste, de journaliste et de communicateur. Les métiers en vérité sont des métiers de la parole et de l'écriture. Donc en vérité, quand je me réveille le matin, je fais ma revue des médias que j'ai dû le faire ce matin avant de sortir. Pour moi, c'est un comportement journalistique, c'est un comportement de communicant, c'est un comportement de slammer. Pourquoi? Comme on l'a dit, la poésie comme le roman est un miroir qu'on promène le long de la société. Donc, moi, je suis obligé d'être à l'affût de l'information pour pouvoir faire le travail de journaliste, pour conseiller l'entreprise qui me demande de conseil en communication pour lui dire, voilà, non, selon le contexte économique, politique, etc. actuel, voilà l'axe de communication que je peux te proposer. Mais quand je vais à la télé, voilà le sujet qu'on peut aborder aujourd'hui. J'écris mon texte de poème et mon texte de slam ou de poésie. Vous allez remarquer que je l'écris parfois un peu comme une chronique journalistique. Il faut rappeler que Café Média Plus est le canal par lequel les invités ont la possibilité de laisser libre cours à leurs pensées. Les étudiants de l'école supérieure Sainte-Félicité ont reçu ce jour leur parchemin. À cet effet, René Kiné Alamagbo, directeur de l'école, livre ses impressions et saisit l'occasion pour se prononcer sur la récente décision du gouvernement concernant les diplômes co-signés par l'État. Il est au micro de Leandro Kodo. Bon, naturellement, ce sont les licences qui sont en train de plancher aujourd'hui. Et une licence, ma foi, vous le savez, se fait en 3 ans. Donc une première année, une deuxième année, une troisième année. Mais dans le système résolument LMD, la licence se fait en 3 ans, sans passerelle. Mais ceux qui ont fait un BTS et qui voudraient faire une licence font un petit recyclage pour entrer en 3e année parce que le programme n'est pas forcément le même depuis la première année en licence. Donc voilà le parcours, et ce parcours est sanctionné par des semestres, parce que le LMD, c'est la semestrialisation des enseignements. Et la licence suppose quand même que le candidat ait validé au moins 6 bulletins. En ce qui concerne particulièrement l'école supérieure Sainte-Félicité, il faut dire que nous sommes très très fiers de la prouesse des enfants, parce qu'ils nous le rendent un peu comme nous le voulons. Nous y mettons beaucoup de nous-mêmes, beaucoup de rigueur, mais ils tiennent le coup. Et puis, quand on en arrive à un grand messe comme celui d'aujourd'hui, qui est pratiquement une fête de l'excellence, c'est tout à l'heure actif et l'école est très très contente. Il n'y a pas de nouvelle loi concernant les universités privées. Il n'y a pas de loi, à ma foi, parce que la liste qui a été publiée par le ministère, vous n'êtes pas sans savoir que le ministère même est revenu sur la liste pour dire qu'aucune des 52 écoles ayant droit à la co-signature n'est fermée et ne sera fermée. Ça, c'est des choses que les populations doivent savoir. Hein? Et ça a été une erreur, naturellement, du ministère de publier une liste de cette façon-là, hein, à l'avant-veille de la rentrée. Hein, moi, je crois que c'est toute une confusion qui a été créée dans la tête des parents et ça ne devrait pas être. Parce que ce n'est pas une liste qui ferme des écoles, c'est une liste qui demande seulement une mise à jour, n'est-ce pas, des écoles. Et vous allez voir bientôt que beaucoup d'autres écoles seront publiées sur la même liste.
La cérémonie de tirage au sort du tournoi Intermédia Team 2016 s'est déroulée ce vendredi matin dans les locaux du Centre multimédia des adolescents et jeunes du Bénin. Du 2 au 18 décembre 2016, 8 équipes provenant de divers organes de presse s'affronteront. Plus de détails dans ce reportage. Après l'étape de dépôt de dossiers de sélection, le tirage au sort de la 3e édition du tournoi intermédiaire de football à 5 s'est déroulé ce vendredi 21 octobre à la salle de réunion du Centre multimédia des adolescents jeunes du Bénin, CEMAGIB, conformément au règlement de la compétition qui se tiendra du 2 au 18 décembre prochain entre 8 équipes d'organes de presse du Bénin réparties en 2 poules de 4. Canal 3, l'équipe détentrice du trophée Team 2015 est d'office tête de poule A et Matin Libre, vice-championne, tête de poule B. Le président du réseau des journalistes sportifs du Bénin, RJSB, a présenté les modalités du tirage. 4 chapeaux pour ce tirage au sort. Dans le premier chapeau, nous aurons l'équipe de Canal 3 Bénin, qui est l'équipe détentrice du trophée, et l'équipe de Matin Libre, qui est l'équipe finaliste de la dernière édition. Pour 2, nous aurons Nagra Football Club de l'ORTB, qui est l'équipe qui a occupé la 3e place du tournoi, et l'équipe de l'ONIP, qui est l'équipe qui a la moins encaissé. ONIP a encaissé qu'un seul but dans le tournoi l'année passée. Le 3e pot, ça serait l'équipe de Cap FM, équipe qui a participé au moins une fois au tournoi intermédiaire, c'était l'année passée en 2015, et l'équipe de la Nouvelle Tribune, qui a participé en 2014. Le 4e pot, c'est pour les équipes qui participent pour la première fois au tournoi intermédiaire. Nous avons l'équipe du Révélateur, l'équipe de l'Université d'Amomey-Calavi, presse écrite, et TVC Bénin. C'est la télévision du groupe TVC Carrefour de Boycon. Le tirage effectué, membres du jury et invités à cette séance se prononcent. C'est en toute transparence que cela s'est déroulé. Et moi, je voudrais ajouter que ça participe de l'esprit d'émulation qui doit régner au niveau du monde sportif. Nous avons découvert ici que c'est une très grande organisation parce qu'il y a tout un règlement qui encadre cette compétition-là. Et ce règlement est doté même d'aspects disciplinaires. Le Comité national olympique et sportif béninois, par ma voix, remercie les organisateurs qui ont toujours eu le soutien du Comité olympique. Pourquoi? Tout simplement parce que le travail qui s'y fait est du sérieux, comme ce que nous avons vécu ce matin. Ensuite, Canal 3 Bénin a procédé à la restitution du trophée au comité exécutif du team qui, à son tour, leur a remis celui du vainqueur de l'édition précédente. Dans la poule A, Canal 3 Bénin, Nagra FC, Cap FM et le Révélateur s'affronteront, tandis que la poule B mettra aux prises Matin Libre, ONIP, Nouvelle Tribune et TV Carrefour. Le match inaugural opposera le champion en titre Canal 3 Bénin au Nagra FC de l'ORTB. Un duel des médias visuels prévu pour le vendredi 2 décembre sur le terrain des Requins dans l'enceinte du stade général Mathieu Kérékou. Je vous propose à présent de suivre les informations hors de nos frontières. C'est la page Inter. L'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso qui a mis sur écoute Djibril Bassoulé. Le juge d'instruction militaire burkinabé François Yameogo, chargé de l'enquête sur la tentative de coup d'État de septembre 2015, a adopté le 23 septembre une ordonnance demandant à Herman Kinswell, expert allemand en investigation acoustique, officiant notamment auprès de la CPI, d'analyser les enregistrements téléphoniques mettant en cause l'ancien ministre Djibril Bassoulé. Sont-ils authentiques? Une étape primordiale dans l'affaire des écoutes qui mêle Djibril Bassoulé et l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. Mais d'où viennent ces écoutes? Qui les a réalisées? Deux pistes semblent définitivement à écarter. Les Burkinabés eux-mêmes et l'ambassade de France à Ouagadougou. Au Mali, la grève se poursuit dans le secteur hospitalier. 5 jours de grève ce vendredi à Bamako et
dans d'autres villes du Mali à l'appel du syndicat majoritaire dans les fonctions hospitalières. Les personnels dénoncent le manque de moyens, l'inégalité des salaires et l'absence de maintenance des machines médicales. Violence de septembre en RDC. Les forces de l'ordre accusées par l'ONU. Les Nations Unies livrent leur version des violences entourant la manifestation du 19 septembre dernier. Dans un rapport préliminaire publié ce vendredi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme détaille des violations de droits de l'homme commises entre le 19 et le 21 septembre. Au moins 53 morts, 143 blessés et 299 arrestations arbitraires ont été recensées, ainsi que la destruction des biens publics comme privés. Fermons cette page inter par la Libye. Où est le trésor de Kadhafi? 5 ans après sa mort, Muammar Kadhafi, les zones d'ombre qui entourent sa chute restent nombreuses. Une question en particulier suscite tous les fantasmes. Où est l'argent du guide? Le trésor se compterait en centaines de milliards de dollars. Comme les trésors légendaires, la fortune de Muammar Kadhafi est entourée d'une part de mystère. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous demain sur votre émission hebdomadaire Info Hebdo. Bonsoir.